cette dernière étape de notre grande journée de la deuxième partie du colloque TAC. Donc, merci d'être là, encore si nombreux en fin de journée. Puis, je vais tout de suite céder la parole à Paul et à Louis qui vont faire les prochaines étapes. Donc, on vous souhaite une très bonne conférence. Ben, à mon tour, merci Denis. À mon tour, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Louis Hull et je suis coordonnateur des instituts ainsi que responsable de la série Impact 3. Vous savez que cette conférence est organisée conjointement avec l'équipe tactique et le service de formation. Oui, bonjour. L'équipe de formation continue du Centre Franco. Aujourd'hui, je suis très heureux aussi, à mon tour, de souhaiter la bienvenue à la conférence de Mme Gaëlle Espinosa et qui a comme titre Émotions, relations, bien-être et bonheur à l'école. Mais avant de donner la parole à mon collègue Paul, je voulais juste vous parler un petit peu du Centre Franco pour vous dire que le Centre Franco est un organisme en pleine effervescence et qui travaille au développement, à l'amélioration et à l'épanouissement de l'éducation en français en Ontario. Vous savez que le centre existe maintenant depuis plus de 50 ans et on peut dire que c'est la référence en création de ressources pédagogiques. Alors, le centre soutient le développement du personnel de l'éducation des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario ainsi que du consortium Centre Jules Léger. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le centre compte plus de 150 spécialistes qui, au cours des années, ont créé vraiment une véritable mine d'or en termes de ressources et de formation. Et si, pour en avoir consulté plusieurs, ce sont des ressources qui permettent d'atteindre l'excellence en éducation en français et de faire rayonner la francophonie. Si vous voulez accéder à ces ressources, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans votre furteur de recherche et vous tapez le centrefranco.ca. Vous pourrez après faire une recherche sur le site Internet. Alors ce soir, le Centre désire remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette conférence avec Mme Gaëlle Espinosa. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente conférence et je passe maintenant la parole à mon collègue Paul Cadieux. Eh bien, bonjour à tous. À moi l'honneur de vous présenter notre conférencière, Mme Gaëlle Espinosa. Mme Espinosa était professeure en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lorraine, en France. Elle est membre permanente du laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication, l'ISEC. Elle inscrit ses intérêts et spécialisations de recherche parmi les suivantes: l'expérience scolaire des élèves, les rapports à l'école et au savoir de l'élève, la relation enseignant-élève, l'affectivité et les émotions dans cette expérience, ces rapports et cette relation. Il y a des choses qui sont vraiment déterminantes aujourd'hui, vraiment qu'il ne faut pas négliger. Ce sont les émotions des élèves et également les émotions des enseignants. C'est indissociable, le bien-être et les émotions, c'est ce qui rend possible l'apprentissage. Donc, pourquoi s'en préoccuper? Nous avons l'experte avec nous. Elle va nous entretenir dans la prochaine heure. J'espère que on sera sûrement très, très captivés à nos écrans. Si jamais vous avez des questions tout au long de cette conférence, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage. À la fin, nous pourrons essayer de faire un genre de sommaire et récupérer vos questions, vos commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence. À vous, Madame Gaëlle. Merci beaucoup. Merci Paul. Merci Louis. Donc bonsoir ou bonjour tout le monde. Alors je vais débuter cette conférence effectivement qui s'appelle l'émotion, relation, bien-être et bonheur à l'école, liens et perspectives. Alors c'est vrai que l'intention au départ était de me présenter un petit peu, mais je vais le faire très rapidement puisque Paul l'a fait très très pertinemment.
Je rajouterai simplement deux petites choses. C'est que effectivement, je travaille également depuis une dizaine d'années maintenant avec le réseau Réverbère, qui est un réseau qui est dirigé par Nadia Rousseau au Québec, à Trois-Rivières, et Dominique Voyer. Et ce réseau est un réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite. Et puis, de façon un petit peu plus récente, je suis aussi investie au niveau d'un observatoire en France, qui est l'Observatoire du bien-être à l'école, qui lui est dirigé par Rebecca Shankland à l'Université de Lyon. Donc ça me permet, dans ces trois groupes, je dirais, de pouvoir mener un certain nombre de travaux de recherche, ou en tout cas de rencontrer des professionnels ou d'autres chercheurs qui ont un petit peu les mêmes intérêts de recherche que moi. Voilà. Alors pour poursuivre sur cette présentation, je reviens aussi très rapidement, parce que Paul l'a fait tout à fait, sur mes intérêts de recherche. Donc c'est exactement ce qu'il vous a décrit. Et effectivement, en m'intéressant à l'affectivité, aux émotions des enfants à l'école, dans leur expérience scolaire, j'en suis petit à petit venue à mieux comprendre les conditions du bien-être et de la réussite de l'élève à l'école. Voilà. Donc c'est un petit détour que j'ai fait, si vous voulez. C'est une évolution aussi dans mes travaux de recherche. J'ai d'abord commencé par l'affectivité, les émotions, et je vais vous expliquer pourquoi, en travaillant sur cette affectivité, ces émotions, j'en suis petit à petit à m'intéresser plus grandement à la notion qui est devenue un concept de bien-être. Voilà. Alors justement, ces objets, ils me permettent également, petit à petit, de venir m'intéresser aussi au concept de compétences psychosociales. On en parle chez nous en France énormément, pour diverses raisons que je vous expliquerai un petit peu plus loin dans la conférence. Mais en tout cas, ces concepts de bien-être et de compétences psychosociales sont aujourd'hui beaucoup plus vivaces, je dirais, dans le champ français. Donc on a quand même 15 à 20 ans de retard par rapport à d'autres pays, mais c'est plutôt positif puisqu'on commence effectivement à s'y intéresser. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, c'est justement d'aller voir un petit peu tous ces concepts. Le concept d'affectivité, d'émotion, de relation, de bien-être, de compétences psychosociales, pour qu'on comprenne mieux à quoi ces mots réfèrent, et puis pour qu'on comprenne mieux quel lien il peut exister justement entre l'ensemble de ces concepts. Voilà, c'est un petit peu le cheminement que je vais vous proposer ce soir, en espérant bien évidemment vous éclairer sur tous ces éléments-là. Alors justement, on va aborder donc ces concepts. Et le premier de ces concepts que l'on va aborder, c'est celui d'affectivité. C'est un mot qu'on utilise dans le langage courant. Ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous apporter plutôt des définitions scientifiques pour qu'on en comprenne encore mieux, on en saisisse encore mieux le sens. Alors le premier concept, c'est celui de l'affectivité. Si je dois donner une définition simple, je dirais que c'est l'ensemble des sentiments, des émotions et des humeurs. Scientifiquement, on sait différencier aujourd'hui les sentiments, des émotions et des humeurs. Dans la vie quotidienne, c'est peut-être moins aisé, on a moins de facilité à les différencier. Pour dire les choses un petit peu rapidement, on peut différencier ces trois substantifs sur deux registres. Le premier, c'est celui de la durée. On sait par exemple aujourd'hui que les émotions sont beaucoup plus courtes dans le temps que les humeurs ou les sentiments. Ce qui dure le plus longtemps, ce sont les sentiments, et ce qui dure moyennement, ce sont les humeurs, en gros. Donc, le plus court, ce sont les émotions, un petit peu plus long, les humeurs, encore un petit peu plus long, les sentiments. On pourrait dire notamment, si je devais vous donner un exemple, si je prends l'exemple de l'amour, par exemple, qui est plutôt un sentiment, le coup de foudre, ce serait plutôt ce que l'on ressent sous le coup de l'émotion, d'accord? Et ce coup de foudre peut se transformer en sentiment amoureux, qui lui sera beaucoup plus durable. Et effectivement, en amour, on est rarement amoureux à 8 heures du matin et plus du tout à 9 heures. Ça dure en général beaucoup plus de temps. Donc c'est la première différence. La deuxième différence, c'est sur le stimulus, c'est-à-dire l'élément déclencheur. On sait aujourd'hui que pour le sentiment ou pour l'émotion, on est capable de discerner et de nommer cet élément déclencheur. Pour l'humeur, c'est beaucoup plus diffus. On peut se lever un matin en étant de bonne humeur ou de mauvaise humeur et sans nécessairement savoir pourquoi. Alors que sur l'émotion, on sait ce qui cause l'émotion et on sait ce qui cause le sentiment.
Donc voilà les grandes différences que je vous donne. Ce sont des différences scientifiques. Ce que je vous accorderai là, c'est que dans la vie quotidienne, en tout cas dans ma vie de chercheur, quand j'interroge des enfants sur leur expérience scolaire, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à saisir, lorsque les enfants me parlent, est-ce qu'ils me parlent de leurs sentiments, de leurs émotions ou de leurs humeurs. C'est pour ça que dans mes travaux de recherche, j'utilise toujours le terme affectivité, parce que je ne suis jamais extrêmement sûre de ce dont me parlent les enfants. Donc je préfère être, comment dire, faire attention et justement utiliser affectivité et émotion. Comme ça me permet de me dire, tiens, c'est peut-être pas de l'émotion dont il me parle, mais en tout cas, ça relève de l'affectivité. Donc ces émotions, ces sentiments, ces humeurs, c'est tout simplement la dimension affective de la vie humaine. Et on pourrait utiliser un autre terme générique pour ces sentiments, ces émotions et ces humeurs. Ce sont en fait les affects. Donc les affects, c'est vraiment un terme générique qui va aller regrouper ces trois autres substantifs. Donc là, jusqu'à présent, on a défini de façon assez rapide cette affectivité, mais je pense que ça éclaircit déjà un petit peu. Je vais vous donner une autre définition de l'affectivité, qui est une définition que je suis allée chercher au Québec par deux chercheurs québécoises qui sont Louise Lafortune et Lise Saint-Pierre, et qui, à la fin des années 90, en reprenant des travaux de recherche nord-américains, ont défini l'affectivité au moyen de 5 composantes. Ces 5 composantes sont la motivation ou l'engagement, la confiance en soi, l'attitude, les émotions. Donc on se rend compte que les émotions, c'est une composante de l'affectivité, encore une fois. Et puis l'attribution, ce qu'en psychologie, on appelle les croyances attributionnelles de contrôle. Donc on se rend compte, c'est l'élément que je voulais souligner ici, que les émotions sont un élément de l'affectivité, comme on a vu ça tout à l'heure, mais que également des notions comme la motivation ou la confiance en soi sont en fait des éléments du domaine affectif, de l'affectivité. Donc cette motivation, elle n'est pas purement rationnelle quelque part, elle est aussi influencée et teintée d'éléments beaucoup plus affectifs. Et d'ailleurs, souvent, il existe un traité scientifique qui a été publié il y a quelques années, c'est le traité en psychologie de motivation et des émotions. Donc on voit bien que cette motivation, elle est ancrée quand même aussi dans quelque chose de relativement affectif. Donc voilà pour cette première définition, ces premières définitions du concept d'affectivité. Maintenant, on va entrer dans l'émotion. J'ai un petit peu du mal à avancer, les diapos, c'est bon. Donc ce concept d'émotion, c'est un mot qu'on utilise très facilement dans la vie quotidienne. Scientifiquement, on sait aujourd'hui qu'il existe à peu près, tous les chercheurs ne sont pas d'accord, 6 émotions de base qu'on va qualifier de primaires ou d'universelles. Ces 6 émotions sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Le premier constat que je ferai, c'est que quand même, dans ces 6 émotions, il y a bien plus d'émotions désagréables ou négatives que d'émotions positives. On a en gros une émotion positive, ça c'est sûr, c'est la joie. On a 4 émotions négatives que sont la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Et puis ça dépend des personnalités. Ceux qui aiment les surprises vont considérer la surprise comme une émotion positive, et ceux qui n'aiment pas les surprises vont considérer la surprise plutôt comme une émotion désagréable et négative. Si je devais donner une définition courte et rapide, l'émotion, c'est en fait un phénomène multicomponentiel adaptatif. Ça signifie qu'il est composé de plusieurs dimensions, plusieurs composantes, et qu'en général, lorsqu'une émotion survient, elle me donne l'information ou le signe qu'il va falloir que je m'adapte, à mon environnement notamment. Alors, en quoi c'est multicomponentiel, c'est-à-dire constitué de plusieurs composantes? Eh bien, les composantes, je vous les donne dans la définition suivante. Elles sont ici. Ces composantes sont celles-ci. Donc, il y en a 5. Donc, c'est une définition un petit peu plus récente et un petit peu plus compliquée. En gros, c'est la première idée que je trouve intéressante, qui émane des théories qu'on appelle de l'évaluation cognitive, assez cotée aujourd'hui en psychologie sur les émotions. C'est qu'une émotion survient toujours après une évaluation. Ça signifie en fait que lorsque survient mon émotion, j'ai déjà analysé mon environnement, j'ai déjà évalué mon environnement qui va faire que ça va déclencher une émotion. Ça signifie donc, parce que l'activité d'évaluer est une activité cognitive, qu'en fait, à la base de l'émotion, il y a déjà un lien fort entre émotion et cognition. Ce qu'on
ce que l'on a longtemps refusé, en quelque sorte, aujourd'hui, on le sait par l'amélioration des outils que l'on utilise, comme l'imagerie cérébrale, et puis aussi par le nombre d'expérimentations comportementales qui ont pu être mis en œuvre et que les chercheurs ont pu travailler et, et récupérer un certain nombre de données sur ces travaux. Donc, le déclenchement de l'émotion est toujours lié à une évaluation qui est faite de notre environnement, d'un événement déclencheur. Petite parenthèse quand même, l'émotion peut aussi être déclenchée par mes pensées. On peut, par exemple, en se remémorant un souvenir émouvant, se remettre dans l'esprit de ce moment-là et être ému. Donc, ce n'est pas forcément un événement déclencheur de mon environnement. L'événement déclencheur va être dans ma tête, dans mes pensées, et ça va déclencher l'émotion. Donc, effectivement, il y a toujours ce stimulus à la base. Et ensuite, vont découler, en quelque sorte, les étapes 2 à 5. Donc, l'émotion survient liée à cette évaluation, et ensuite va se profiler dans ma conscience un certain sentiment, le fait d'être honteux ou en colère, par exemple. Puis vont se succéder des réactions motrices, comme sourire, des réactions du système nerveux autonome, comme rougir, par exemple. Et puis, ensuite, c'est la dernière étape, je dirais, ces émotions-là, en lien avec cette idée de s'adapter, vont me pousser à agir. S'il y a un danger, après avoir été en colère, d'être, par exemple, d'avoir eu peur, après avoir eu le cœur qui s'accélère parce que sous le coup de la peur, eh bien, je vais me mettre à courir pour, par exemple, échapper au danger. Voilà. Donc, on se rend compte quand même que tout le temps que j'ai pris à vous expliquer tout ça est beaucoup trop long par rapport à ce qui se passe au niveau de l'émotion. Une émotion est extrêmement fugace et rapide. Le fait de vous expliquer tout ça, l'émotion, ça ferait longtemps qu'elle serait partie en quelque sorte. Voilà. Donc, il me faut plus de mots et de temps pour dire ce qui se passe émotionnellement dans notre tête et notre corps au moment où l'émotion survient. Donc, voilà pour cette émotion. Et puis, je vais poursuivre simplement en allant maintenant vers le concept de bien-être et pour vous expliquer en quoi ces émotions, cette affectivité, sont tout compte fait en lien avec ce concept de bien-être. Donc, ça va être la partie suivante. Donc, si je vais maintenant vers la notion de bien-être et aussi vers la notion de bonheur, je me rends compte que si je souhaite définir le concept de bien-être, je sais aujourd'hui dans la littérature scientifique internationale que je peux le définir dans deux perspectives différentes, qui sont deux perspectives inscrites dans deux traditions très anciennes. Donc je vais vous expliquer ces deux perspectives, ça vous permettra de voir, en tout cas sur la première définition, la première perspective, le lien directement avec les émotions. Donc cette première perspective, c'est ce qu'on appelle une perspective hédonique. Là, on va parler de la notion de bien-être dit subjectif. On la doit à un chercheur nord-américain qui s'appelle Edward Diner, qui travaille sur cette notion-là depuis les années 70 et dont l'une des publications phares date des années 84. Selon lui, le bien-être subjectif, c'est un résultat, un état final, qui est composé de trois composantes. La première, c'est la satisfaction à l'égard de la vie que l'on mène. La deuxième, ce sont les affects positifs. Alors, affect, là, c'est le mot en anglais. En français, on l'a traduit un petit peu abusivement par émotion positive. Or, on le sait maintenant, affect est plus large qu'émotion. Donc, en le traduisant par émotion en français, on a un petit peu réduit, en fait, son champ d'action. Donc, cette satisfaction, ces affects positifs et également les affects négatifs. Et donc, ces trois composantes, en fait, elles sont séparables, mais elles sont liées, un petit peu comme les vases communicants. Et en effet, une personne qui est satisfaite de la vie qu'elle mène a plutôt tendance à ressentir et déclarer des émotions positives et à déclarer plus rarement des émotions négatives. Donc, plus je suis satisfait, plus j'ai des émotions positives et moins j'ai des émotions négatives. Inversement, moins je suis satisfait de la vie que je mène, plus je déclare des émotions négatives ressenties et moins je déclare des émotions positives ressenties. Donc c'est en ça qu'elles sont liées. Si je poursuis, je me rends compte que on est donc sur un modèle tripartite, puisqu'il y a trois parties, et donc ce modèle me permet de faire la différence entre ce qu'on appelle le bien-être cognitif, qui réfère à la composante de la satisfaction de la vie que je mène, et puis le bien-être émotionnel qui va référer aux deux composantes des affects ou émotions positives et négatives. Pour la petite info, les chercheurs, lorsqu'ils tentent de
sonder en quelque sorte le bonheur des populations, ils vont tout simplement se servir de ce bien-être subjectif et de ces trois composantes. Donc, l'opérationnalisation du bonheur passe tout simplement par ce bien-être subjectif. Quand on va demander à des populations, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, pour savoir si les populations se sentent heureuses, se sentent épanouies, se sentent satisfaites de la vie qu'elles mènent, eh bien tout simplement, les chercheurs vont aller questionner les individus sur leur niveau de satisfaction et leur niveau d'affect positif et négatif. C'est en ça que sera défini le bonheur. Moi, ce qui va m'intéresser ici, hop, j'avance. Ce qui m'intéresse ici, c'est que tout compte fait dans ce, je me suis trompée dans la diapositive, c'est ici, voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est de me rendre compte que si je suis au niveau du modèle en lien avec l'école, on se rend compte tout simplement que les relations sociales sont très présentes dans cette histoire de bien-être. Je pense notamment à la composante aimée du bien-être que l'on retrouve sur ce modèle, en fait, que l'on doit à une chercheure finlandaise qui s'appelle Anna Konu. Elle a essayé de créer un modèle du bien-être à l'école. Et dans ce modèle, on se rend compte que ce bien-être au centre du modèle est en lien fort avec l'enseignement, l'éducation, les réalisations, l'apprentissage, et que ce bien-être est composé de 4 dimensions. Le fait d'avoir, donc on est sur les conditions scolaires de l'école, ça va être des choses que je dirais assez froides, comme le bâtiment, les salles, l'organisation, l'environnement, les emplois du temps, les horaires, la taille des groupes de classe, etc. etc. On a ensuite la dimension aimée qui rejoint les relations sociales. Donc, on va retrouver ici les notions de climat scolaire ou de harcèlement, également les relations sociales, que sont les relations enseignants-élèves ou les relations entre pairs, les dynamiques de groupe, et aussi les relations entre l'école et la famille. On a ensuite la troisième composante qui est la composante être, où là on va être sur les moyens d'épanouissement qui sont mis en quelque sorte à la disposition de l'enfant dans l'école pour s'épanouir. Et puis on a le dernier élément qui est un petit peu excentré, c'est effectivement l'état de santé des individus va aussi venir impacter leur bien-être. Donc dans ces 4 composantes du bien-être dans ce modèle, on voit que les relations sociales tiennent une place quand même assez intéressante et assez importante. Alors là, je les ai mis, c'est une traduction que j'ai faite, il s'avère que c'est à peu près classé par ordre alphabétique. Dans la traduction anglaise, c'est le même ordre, mais ça se traduit de façon un petit peu différente. Alors, dans cet exemple-là, donc on se rend compte de la place des relations. Oups, je remonte donc, puisque je me suis trompée sur voilà, c'est ça que je voulais souligner, hein. Dans ce bien-être subjectif, on voit que les relations tiennent une place vraiment importante et intéressante. Alors pour poursuivre, je vais aller maintenant sur la deuxième définition qu'on pourrait donner de ce bien-être, qui est une deuxième perspective, c'est celle eudémonique, qu'on connaît moins quand même. Il s'agit donc du bien-être dit psychologique, en considérant que le bien-être, c'est plus que le simple bonheur. Ce bien-être psychologique, on le doit à une chercheure, encore une fois nord-américaine, qui est Carol Riff. C'est une définition qui est un petit peu plus récente que celle de Edward Diner. Et là, on va considérer que le bien-être est un processus. C'est le processus d'accomplissement ou de réalisation de soi, de réalisation en tout cas de ses potentiels. Et dans ce processus-là, on va considérer que 6 composantes sont importantes. Ces 6 composantes sont l'autonomie, la maîtrise de l'environnement, la croissance personnelle. Encore une fois, on retrouve cette notion de relation aux autres, mais de relation positive, c'est un élément important, les buts dans la vie et l'acceptation de soi. Donc on voit que ce bien-être, en fait, il est beaucoup plus projectif, c'est-à-dire en gros, c'est parce qu'on a des projets, c'est parce que l'on a des ambitions d'autonomie, d'indépendance, de but dans la vie, etc., de croissance et d'acceptation de soi. C'est parce qu'on a ces ambitions-là que quelque part, ça nous donne un certain bien-être. Alors juste pour faire un lien un petit peu entre les deux, si je me penche sur le bien-être subjectif, première perspective, on est plutôt dans un bien-être ici et maintenant, un bien-être au présent. Alors que là, on est plutôt sur un bien-être présent, bien évidemment, mais aussi dans l'avenir.
Donc on se rend compte quand même que pour être en bien-être chez un individu, on a besoin de se sentir bien ici et maintenant, mais on a aussi besoin d'avoir des projets. On a aussi besoin de pouvoir se projeter vers l'avant et de pouvoir avoir quelques ambitions en fait pour la vie que l'on mène. Et en commun sur ces deux bien-être, il y a ces fameuses relations positives avec les autres. Et c'est sur ça que je voudrais qu'on s'arrête maintenant, c'est sur ces fameuses relations positives, pour savoir en gros à quoi ça réfère, qu'est-ce que ça signifie. Donc, si je me replace dans l'école, les relations que je peux vivre avec les autres, les relations sociales qui existent à l'école, ce sont essentiellement les relations entre enseignants et élèves, les relations entre pairs. Entre pairs, j'entends entre enfants, mais également entre collègues, entre enseignants ou entre enseignants et direction d'école, par exemple. Et ces relations positives, effectivement, elles participent au bien-être de l'individu. Alors, on peut parler de relations positives, on peut parler aussi de relations constructives ou de relations de qualité. C'est ça qu'on va essayer de définir. Quand je parle de ce côté positif ou de ce côté relation constructive, de qualité, inévitablement, en fait, lorsqu'on va tenter d'étudier ce que ça signifie, on revient à la notion d'affectivité. Des relations de qualité font écho, en fait, à la composante humaine et affective de ces relations. Et justement, j'avais pu publier il y a quelques années 2 publications où je m'étais penchée sur la définition de cette relation enseignant-élève et notamment de cette relation positive, constructive ou de qualité. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer rapidement, c'est-à-dire de vous expliquer ce que j'avais un petit peu énoncé dans ces 2 publications. Donc dans l'article notamment de 2016, je m'étais penchée sur un certain nombre de travaux qui sont menés plutôt au niveau de chercheurs nord-américains en psychologie de l'éducation. Et ces chercheurs-là utilisent l'expression relation affective enseignant-élève et montrent en fait que lorsque l'enseignant et l'élève sont capables de construire une telle relation, donc une relation affective, cette relation elle est bénéfique pour les élèves autant dans l'école qu'à l'extérieur de l'école. Dans l'école, on a pu constater, les chercheurs ont pu constater que ces enfants qui bénéficient d'une telle relation affective avec leurs enseignants, ce sont des enfants qui vont améliorer leur performance, leur persévérance, qui vont également adopter des comportements scolaires plus pertinents et donc être moins sujets à réprimande, par exemple. De la même façon, lorsque les élèves ou les enseignants arrivent à construire une telle relation, cela est bénéfique pour les enfants en dehors de l'école, avec des baisses de phénomènes de dépression, des baisses aussi de phénomènes d'anxiété ou de baisses de phénomènes de délinquance pour ces enfants à l'extérieur de l'école. Si je poursuis cette étude sur la dimension affective ou la relation affective enseignant-élève, ça fait écho en fait à une relation de confiance. C'est-à-dire que cette relation affective renvoie à une relation de confiance. Dans cette confiance, il y a intimité, communication, partage, affect positif, proximité. Il y a également la notion de soutien émotionnel, de chaleur émotionnelle, d'acceptation de l'autre et de soi. Et ces éléments-là viennent en gros favoriser encore une fois la persévérance et la réussite des enfants à l'école. Lorsque je m'étais penchée sur cette relation, cette qualité de relation enseignant-élève, ce qui m'intéressait, ce n'était pas exclusivement la réussite scolaire des enfants. Ce qui m'intéressait, c'était la réussite plus large, donc plutôt éducative des élèves. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de me dire qu'il faudrait que cette relation ne soit pas que bénéfique pour les enfants, mais qu'elle soit aussi bénéfique pour les enseignants. Donc, c'est une relation, cette relation positive affective, c'est une relation qui va permettre à la fois aux enfants et aux enseignants d'exercer correctement leur métier, puisqu'on parle de la notion de métier d'élève, comme on parle de la notion de métier d'enseignant. Donc l'idée, c'est que dans cette relation mutuelle et réciproque, on arrive tout simplement, enseignant comme élève, à se sentir à sa place, à se sentir en progrès, à se sentir en quête de sens, c'est-à-dire la relation nous permet de rencontrer l'autre et de devenir autonome dans cette relation tout en cultivant un sens dans cette relation, un développement de soi. Ça me paraît essentiel effectivement dans ces notions de bien-être que on n'oublie pas l'enseignant en fait
dans cette relation, il faut aussi que l'enseignant y trouve son compte, y trouve du sens dans cette relation positive ou affective qu'il arrive à développer avec les enfants. Dans cette même perspective, si je devais développer, je devrais parler également des notions d'empathie et de bienveillance. En éducation, ce sont deux notions dont on parle beaucoup, empathie et bienveillance. En France, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale utilise ces mots depuis un certain nombre d'années, depuis au moins une dizaine d'années. Le bémol, c'est qu'elles ne sont jamais définies. Ces relations dites empathiques ou ces attitudes dites bienveillantes, en fait, elles ne sont pas définies chez nous dans les textes officiels, ce qui est effectivement bien dommage parce que ça laisse les enseignants dans le flou. Alors, on parle aussi chez nous d'une école bienveillante. La difficulté pour moi, c'est que l'école en soi, elle n'est pas nécessairement bienveillante. Ce sont les relations que l'on arrive à tisser dans cette institution qui rendent l'institution bienveillante ou pas forcément bienveillante. Voilà. Donc, juste deux petits éléments que je voulais ici souligner. Juste une remarque, l'empathie, c'est un concept qui est de plus en plus étudié, et c'est un concept qui part du principe qu'on arrive à entrer en relation avec l'autre sur l'émotivité, sur l'émotion. Donc, dans l'empathie, l'émotion joue un rôle extrêmement important. Dans l'empathie aussi, on est plutôt sur un rapport d'égalité entre individus. Je trouve que l'empathie, du coup, est un terme qui est très pertinent pour les relations entre pairs, entre collègues ou entre enfants à l'école. La bienveillance, elle sous-entend autre chose. Elle sous-entend une asymétrie dans la relation. En général, on veille bien sur quelqu'un. Donc, un enseignant va veiller bien sur quelqu'un qui, par exemple, est plus petit, est moins autonome, etc., etc. Donc, il faut faire attention avec cette bienveillance, c'est que c'est toujours à l'aune de mes propres valeurs que je considère ce qui est bien pour l'autre. Donc, il faut faire attention à cette position. Des chercheurs québécois, je pense notamment à Lisanne Saint-Vincent, considèrent que cette bienveillance, elle doit pouvoir exister, mais dans une posture plutôt éthique. C'est-à-dire, en fait, toujours se poser la question lorsqu'on est dans une posture bienveillante, est-ce que ce que je considère comme étant bien pour l'autre l'est réellement bien pour l'autre? Voyez, à partir du moment où on se pose cette question, on est du coup dans une posture éthique. Quand on ne se pose pas la question, la posture n'est pas forcément éthique et on va imposer à l'autre quelque chose. Donc voilà pour ces deux mots. Du coup, la bienveillance, je trouve, elle est tout à fait pertinente pour la relation enseignant-élève, qui est une relation forcément asymétrique. Donc pour poursuivre, effectivement, c'est ce que je vous disais là, hein, la bienveillance dans une posture éthique est assez adaptée pour la relation enseignant-élève, et puis l'empathie est plus adaptée, de mon point de vue, pour les relations entre pairs. Ce sont essentiellement des chercheurs français là, sur lesquels je me suis basée, avec lesquels là je ne suis pas forcément très d'accord dans ce qu'ils disent, mais bon, c'est aussi intéressant de se rendre compte que dans ces champs très vivaces, on discute et on n'est pas tous d'accord, mais on se rejoint en fait sur les qualités humaines que demandent en général ces relations constructives et positives. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les relations entre enseignants et élèves. Maintenant, je voudrais vous parler des relations entre pairs, c'est-à-dire des relations entre enfants. Donc, dans ces relations entre enfants, ce que je trouve intéressant dans la littérature scientifique, c'est que vous avez deux types de travaux de recherche. Vous avez des travaux qui sont menés plutôt en psychologie et qui vont s'intéresser aux facteurs de risque ou de protection que représentent les pairs sur la réussite ou la difficulté scolaire ou la persévérance des enfants et des adolescents. Effectivement, on entend parfois des enfants qui disent je me suis laissé entraîner par mes camarades de classe et donc petit à petit, je me suis moins intéressé aux affaires scolaires, j'ai décroché, etc. Donc c'est en ça que ce sont des facteurs de risque ou de protection. Et puis à côté, vous avez des travaux de recherche qui sont menés en sociologie et qui, eux, vont essentiellement être menés sur la notion, le concept de climat scolaire. Et ces travaux vont simplement tenter de savoir ou de comprendre quels sont les facteurs qui vont permettre de construire dans un établissement scolaire un climat scolaire serein ou un climat scolaire apaisé. Et ces travaux-là arrivent aujourd'hui à mettre en exergue quelques éléments
qui permettent de mettre en œuvre un climat scolaire apaisé. Je vous ai donné ici 2 exemples, la justice scolaire par exemple, mais également la stabilisation des équipes pédagogiques et d'éducation. En gros, plus des équipes sont stabilisées dans les établissements scolaires et plus on arrivera à construire quelque chose de durable et plutôt d'apaisé dans ces établissements scolaires. Ces travaux ne communiquent pas nécessairement, ces travaux en psychologie et ces travaux en sociologie sur le climat scolaire ne communiquent pas nécessairement. Et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'en fait, ce sont quand même 2 groupes de travaux qui vont dans le même sens. Ce sont des groupes de travaux qui vont tout simplement avoir un objectif relativement similaire, c'est celui de comprendre en quelque sorte, c'est ici, c'est celui tout simplement de comprendre comment se construit un climat serein, comment se construisent des relations apaisées pour toujours le même objectif, faciliter le travail des enseignants dans l'établissement scolaire, faciliter les apprentissages pour les enfants et faciliter la vie de tous ces gens-là ensemble au sein de l'école. Et je me dis que ces travaux-là devraient au contraire discuter parce qu'ils sont complémentaires. Or, parfois, on a tendance à les dichotomiser, certainement aussi parce que certains relèvent de la psychologie et d'autres relèvent de la sociologie. Donc aujourd'hui, si on arrive à mettre ensemble tous ces travaux de recherche, on se rend compte quand même qu'on a énormément de connaissances sur qu'est-ce qui favorise un climat apaisé, serein à l'établissement scolaire, qu'est-ce qui favorise des relations de qualité et constructives pour le bien-être de l'enseignant au travail, pour le bien-être et les apprentissages de l'élève à l'école et pour le bien-être et la vie, la qualité de vie au sein de l'établissement scolaire. Donc voilà pour ce résumé, pour ces éléments. Et donc, ce que je vais essayer de relever ici, c'est quel est l'intérêt de s'intéresser à ces émotions, ces relations, ce bien-être, ces compétences psychosociales à l'école. L'intérêt, en fait, il est extrêmement simple, il est même déroutant de simplicité, c'est qu'en fait, il y a 2 éléments qui sont vraiment flagrants. C'est lorsque on permet à l'enfant, ou on permet à l'adulte, j'en parlerai tout à l'heure, mais lorsqu'on permet à l'enfant de comprendre ce qu'il ressent, c'est-à-dire de comprendre ses affectivités et ses émotions, on lui permet 2 choses. On lui permet de mieux réussir à l'école et on lui permet aussi d'adopter des comportements sociaux de qualité dans l'établissement scolaire et donc d'apaiser ses relations avec les enseignants et avec les camarades. Donc en fait, la compréhension que l'enfant est capable d'avoir de ses affectivités et de ses émotions le rend plus disponible intellectuellement pour les apprentissages et le rend plus apaisé dans ses relations sociales. Si on devait prendre un exemple concret, c'est vrai que lorsque l'on est perturbé, préoccupé par quelque chose, affectivement, on a beaucoup de mal à se concentrer sur autre chose. Or, si on arrive à réguler nos émotions, parce qu'on les comprend, on arrivera à se rendre plus disponible intellectuellement. Donc c'est vraiment un enjeu majeur, je trouve, que de s'intéresser à tous ces phénomènes-là, affectivité, émotion, relation, bien-être, parce que ça permet vraiment des choses que je trouve très louables pour l'individu, tant pour les enfants que pour les adultes. Effectivement, de la même façon, un adulte qui serait capable de comprendre ses émotions et ses affectivités, c'est un adulte qui sera aussi plus disponible pour l'exercice de son métier et aussi plus apaisé dans ses relations avec les élèves, mais également avec ses collègues. Donc il y a une mécanique un petit peu comme ça, très facile, qui est celle-ci. La compréhension des émotions, ça me permet tout simplement d'être capable d'exprimer mes émotions. Et lorsque j'exprime mes émotions, je communique à l'autre mes besoins et mes demandes. Et une fois que j'ai pu m'exprimer, je suis donc capable de recevoir en retour les demandes et les besoins des autres. Et on voit que cet aller-retour, cette communication, facilite le développement de relations apaisées. Alors juste une petite parenthèse, quand je parle de exprimer ses émotions, c'est le faire de façon adéquate, selon des modalités adéquates. Il ne s'agit pas d'hurler et de sortir tout de façon désordonnée, violente et agressive, mais il s'agit d'être capable de dire ce que l'on ressent dans des modalités acceptables. De la même façon, si on acceptait ou si on pouvait rendre possible le fait que les enfants s'expriment sur ce qu'ils ressentent lorsqu'ils apprennent, eh ben, c'est des enfants qui pourraient aussi parler de ce qu'ils ressentent, de leurs demandes, de leurs besoins, quant à ce que l'apprentissage génère chez eux en termes d'émotions.
ça permettrait de pouvoir mieux s'adapter aux apprentissages et de faciliter ces fameux apprentissages. Par ailleurs, si les enfants sont capables de dire ce qu'ils ressentent en apprenant, ils permettent aussi à l'enseignant de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête et le corps de l'enfant lorsqu'il est en train d'apprendre. Et ça peut aider l'enseignant à débloquer l'enfant, je dirais, sur ses apprentissages, ou en tout cas à l'aider de façon plus pertinente. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que être capable d'exprimer ses émotions permet un développement émotionnel sain. Sain dans le sens de santé. Voyez, être capable effectivement de travailler sur cette expression émotionnelle, c'est quelque chose qui va me permettre de me développer sainement et de rester en santé, je dirais, en santé mentale notamment, par rapport à mes apprentissages, ma réussite, etc. etc. Donc voilà pour ce développement que je trouve assez simple, mais extrêmement parlant. Alors je vais vous lire une petite citation qui suit là, que je trouve extrêmement intéressante pour que l'on comprenne bien le lien qui existe entre cette expression émotionnelle et la notion de compétence émotionnelle, mais aussi de développement cognitif. Donc je vous le lis. Les capacités à exprimer, discriminer, identifier et réguler ses émotions font partie de ce que les chercheurs appellent les compétences émotionnelles. En effet, les compétences émotionnelles font référence aux différences dans la manière dont les personnes identifient, expriment, comprennent, utilisent et régulent leurs émotions et celles d'autrui. Le développement de ces compétences chez l'enfant est un aspect important du développement cognitif, qui est relié à de nombreux facteurs tels que les comportements sociaux, les performances scolaires et la santé. Le développement de ces compétences est donc d'une importance capitale et il est possible de les entraîner dès le plus jeune âge. Donc on voit là aussi encore une fois comment la dimension émotionnelle est liée à la dimension cognitive et non isolée les unes des autres. L'une participe au développement de l'autre. Donc ça, c'est un élément important et les deux ont des conséquences aussi sur nos comportements sociaux, soit nos relations avec les autres. Donc, je trouve ça aussi extrêmement intéressant de se rendre compte de ces liens qui existent. Donc, on sait aujourd'hui qu'il est possible en institution scolaire de travailler sur les émotions, de travailler sur les relations au bénéfice d'un climat scolaire plus apaisé, d'une qualité de vie plus agréable et puis d'un bien-être des acteurs et actrices de l'établissement scolaire, notamment. Acteurs et actrices, je mets là-dedans les directions d'école, les enseignants, les élèves notamment. Donc là, j'avais juste mis deux petites captures qui sont deux ouvrages qui ont été publiés récemment, relativement récemment, notamment par Omar Zana, sur son utilisation de l'empathie pour prévenir la violence en milieu scolaire et comment cultiver l'empathie à l'école, notamment dans les relations entre enfants, pour contrecarrer notamment les phénomènes de violence et de harcèlement à l'école. Donc ces deux conditions là, qui sont les émotions et les relations, on peut y travailler en établissement scolaire et une des façons que l'on peut utiliser pour travailler en établissement scolaire sur ces relations et émotions, c'est travailler sur les compétences émotionnelles et sociales et également celles cognitives. Juste petite information, les compétences émotionnelles et sociales font ce qu'on appelle les compétences relationnelles et je peux ajouter là-dedans les compétences cognitives. L'ensemble de ces trois compétences sont ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Donc, ces trois catégories de compétences qui sont interconnectées et interreliées. La citation que je vous ai lue tout à l'heure montre à quel point, justement, ces trois compétences sont effectivement interreliées. On a vu le développement cognitif, les compétences émotionnelles et les comportements sociaux entre individus. Alors, je ne vais peut-être pas développer en fonction du temps de la conférence, mais j'aurais pu vous expliquer effectivement ce que sont ces compétences psychosociales. Nous, en France, gratuitement, sur un site qui s'appelle Santé publique France, on a accès à ce document qui nous explique et nous définit que sont ces compétences psychosociales. Donc, on voit qu'il y a donc les compétences cognitives, les émotionnelles, les sociales. Donc, pour chacune de ces trois catégories de compétences, on a trois compétences générales, donc c'est les trois ronds bleus pour les cognitives, les trois ronds rouges pour les émotionnelles, les trois ronds violets pour les sociales. Et puis on a aussi au total 21 compétences spécifiques qui sont celles qui sont listées, les petits mots que vous ne voyez pas et que vous auriez pu voir si je vous avais mis les diapositives suivantes. Donc voilà, on se retrouve avec une sorte d'arborescence en fait qui nous montre ce que découpent ces compétences. Alors,
Je trouve que le document est intéressant, il est vraiment informatif. On pourrait se poser parfois la question de pourquoi on met l'accent sur le stress et pas sur autre chose. Mais en tout cas, il peut être intéressant et puis permettre une intelligibilité de ce qui se passe en termes de ces fameuses compétences psychosociales et ce qu'il y a derrière. Moi, je suis plus attentive à ces compétences-là, hein, les fameuses émotionnelles. Et notamment, on va retrouver par exemple dans ce tableau-là qui est issu d'un autre ouvrage ces compétences d'identification que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, compréhension, expression, régulation, utilisation. Et on se rend compte dans ce tableau que la colonne du milieu, ces compétences, lorsque je suis capable, euh, au niveau émotionnel, d'identifier mes émotions, de les comprendre, c'est aussi pour moi, versant intrapersonnel, mais c'est aussi pour les autres. Donc ça facilite ma propre compréhension de moi-même, ça facilite la construction de moi-même, mais ça facilite aussi la construction de relations apaisées avec les autres. Voilà. Donc on est sur ce double registre que je trouve très intéressant parce que on est toujours sur cette histoire de recherche de relations de qualité, de relations apaisées, etc., etc. Donc je passe encore. Voilà. Donc en gros, c'est un des éléments que je trouve intéressant, hein, c'est que ces concepts d'affectivité, d'émotion, de relation, de bien-être, tels qu'on les a présentés précédemment, sont des éléments aussi constitutifs de ces fameuses 3 catégories des compétences psychosociales. Donc ces fameuses compétences psychosociales que la France aujourd'hui nous montre comme la solution pour pouvoir travailler sur les relations à l'école ou les émotions à l'école, en fait, je dirais, il n'y a presque rien de nouveau, puisque les travaux qui portent sur les émotions, sur les relations, sont beaucoup plus anciens. Mais là, c'est un document qui est peut-être utile pour les enseignants pour essayer de mieux comprendre et de mieux saisir ce que ça signifie que travailler sur les émotions et les relations à l'école. Cette voie des compétences psychosociales, c'est ce que la France a choisi. Il en existe bien d'autres de voies. On pourrait, par exemple, travailler sur la communication non violente. On pourrait utiliser les techniques de respiration avec par exemple la respiration bedon. On pourrait aussi travailler sur les techniques de relaxation, le yoga, sur toute activité aussi qui pourrait être ludique, artistique, sportive. Tous ces éléments-là peuvent aider l'individu effectivement à se sentir mieux avec ses propres émotions, à se sentir plus apaisé avec ses propres émotions et à développer des relations plus apaisées avec les autres et donc à développer un certain bien-être pour soi et avec les autres. Alors je poursuis sur mon 4e point, c'est celui de quand est-ce qu'il faudrait à l'école s'occuper de ses émotions, de ses relations, de ce bien-être? Et bien en fait ma réponse elle va être au quotidien. En fait, si on veut s'occuper de ces éléments-là à l'école, il faut s'en occuper absolument au quotidien et non pas juste quand ça pose problème. Donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un clash ou il y a un problème qu'on va pouvoir s'occuper de ces éléments-là. Non, c'est vraiment au quotidien qu'on devrait pouvoir s'en occuper. Alors, il existe une littérature aujourd'hui qui permet de comprendre comment on peut s'occuper au quotidien de cette affectivité, de ces relations, de ce bien-être, de ces compétences psychosociales. Je vous donne quelques pistes sur les émotions. Par exemple, avec Nadia Rousseau, il y a quelques années, on avait publié cet ouvrage dans lequel chaque chapitre va venir proposer une piste sur, par exemple, la respiration que j'ai évoquée tout à l'heure. Moi, j'avais écrit un chapitre sur les émotions de l'élève à l'école, notamment dans cet ouvrage. Alors l'ouvrage, il va être réédité là, en 2025 ou 2026 sur une 2e édition, donc on va le remettre à jour d'ici peu. Il existe aussi des publications qui sont faites sur comment s'occuper des relations au quotidien à l'école, et puis aussi des travaux qui existent sur comment s'occuper de ces fameuses compétences psychosociales au quotidien à l'école, des publications officielles, notamment en France, mais aussi des publications scientifiques qui sont tout à fait intéressantes et dans lesquelles il peut y avoir des exercices ou des petits éléments qui vont venir nous aiguiller en tant que professionnels pour s'occuper de ça au quotidien. Donc là, je vous ai montré la France, mais aussi dans d'autres pays européens comme la Suisse, et je n'en doute pas également comme le Québec. Donc voilà pour ces éléments. 5e point que je voudrais aborder avec vous, qui est la poursuite, c'est-à-dire à partir du moment où on s'intéresse à ces émotions, cette affectivité, ces relations, ce bien-être, je crois qu'on doit aussi, en tant que professionnel, s'interroger sur la formation que l'on reçoit en tant que professionnel de l'éducation, de l'enseignement, notre propre posture et réflexivité enseignante. Ça me semble vraiment essentiel et extrêmement important. Et effectivement, pour s'occuper
au quotidien de l'affectivité, des émotions, des relations, du bien-être, des compétences psychosociales, je crois que pour en être capable, il faut aussi que ces éléments-là deviennent un objet de formation. Il faut aussi amener toute personne professionnelle à réfléchir sur sa propre posture en tant que professionnel au travail et sur sa propre réflexivité en tant que professionnel au travail. Donc, ce sont des éléments qui me semblent essentiels. Par exemple, une partie de cette formation pourrait offrir aux enseignants euh, la possibilité de se construire progressivement en tant qu'enseignant, justement. Je crois qu'on ne devient pas enseignant du jour au lendemain, on le devient lentement, mais il faut aussi se laisser le temps de devenir enseignant, d'expérimenter, de revenir en arrière, de retenter. Donc, inviter l'enseignant à construire progressivement sa posture ou à se construire en tant qu'enseignant, c'est aussi l'inviter à s'interroger sur sa relation avec ses élèves, sur son rapport aux élèves, son rapport aux collègues, à la direction scolaire, sur sa posture, et puis aussi sur ses propres compétences psychosociales, sur ses propres émotions, sur sa propre affectivité. Je pense que si dans la formation, on pouvait inviter les enseignants à devenir ces enseignants réflexifs, on permettrait à ces individus, effectivement, je me suis trompée, à devenir effectivement des personnes professionnelles réflexives. C'est un élément, je trouve, qui serait vraiment essentiel. Nous, en France, ce n'est pas proposé, en fait, dans la formation. On n'est pas dans cette approche, ce que je trouve extrêmement dommage. Donc, dans la formation, effectivement, pourrait proposer ceci. Et puis, on pourrait aussi amener l'enseignant tout simplement à se construire une posture professionnelle particulière au-delà des gestes ou des micro-gestes que vont demander notre activité. Hein. Et la posture, c'est aussi être amené à réfléchir à quelque chose, à réfléchir à nous, à soi, aux autres, pour se construire progressivement cette posture, à son rythme. Ça signifie donc qu'on a besoin de temps, qu'on a besoin de réflexion, qu'on a besoin d'échanges, de communication, d'essais et d'erreurs, d'indulgence aussi. Parfois, on tente des choses et ce n'était pas forcément les bonnes tentatives. Parfois, on fait quelque chose qui nous dépasse, mais on est tellement heureux que c'est réussi qu'il va falloir essayer de le reproduire. Voilà. Donc, on doit être aussi, je pense, indulgent avec nous-mêmes et avec les autres dans cette construction d'une posture réflexive. Cette posture, en outre, je crois, au fil du temps, quand on est enseignant sur plusieurs années, c'est une posture qui va évoluer. Elle est vivante, elle est mouvante et elle va évoluer en fonction de notre âge, de là où on en est aussi dans notre vie, dans notre histoire. On ne va pas être, je crois, le même enseignant et on ne veut pas avoir non plus la même posture. Donc c'est quelque chose qui va s'adapter avec nous et avec le public que l'on a en face de nous. Autre élément, c'est qu'effectivement, nos compétences psychosociales peuvent venir contribuer à réfléchir sur soi, sur l'autre, à devenir un enseignant réflexif, analytique de nos propres actions. Ces compétences psychosociales notamment, mais pas que, sont aussi des éléments qui peuvent devenir des protections de soi, parce qu'on va être capable de mieux détecter nos limites, de là où on va arrêter parce qu'on ne peut plus faire, parce qu'on ne peut plus physiquement ou émotionnellement encaisser, parce que c'est une charge de travail trop lourde, etc., etc. Donc ces compétences, cet aspect d'être réflexif, c'est aussi un élément qui va venir nous protéger dans notre exercice du métier. Alors juste 2 petits exercices que je voulais vous présenter pour arriver vers la fin. Ces petits exercices, c'est comment est-ce qu'on peut quand même devenir ou acquérir un certain recul réflexif par rapport à notre pratique. Donc là, par exemple, ces 2 exemples que j'avais énoncés dans un chapitre d'ouvrage que j'avais écrit en 2020. Ce petit exercice-là, c'est un exercice que l'on peut faire soi, avec soi-même. Hein. C'est qu'effectivement, lorsqu'on finit une journée scolaire, on peut se demander tiens, comment est-ce que j'ai vécu ma journée? Comment est-ce que je regarde les élèves que j'avais en face de moi? De quelle façon est-ce que je leur ai parlé aujourd'hui? De quelle façon est-ce que j'ai interagi avec eux? Qu'est-ce que je pense tout compte fait de ces élèves-là? Voilà, c'est tout simplement se poser des questions un petit peu bilan quand on en a le temps, quand on en a l'énergie aussi, pour se poser la question de est-ce que quelque part j'ai été en adéquation avec ce que je suis intimement? Est-ce que j'ai été en adéquation avec ce que je voulais véhiculer ou transmettre aux élèves que j'ai en face de moi? Ce sont des éléments qui permettent d'avoir un recul réflexif sur ce que l'on fait au quotidien au travail. Je crois qu'il est important parfois de s'arrêter
de respirer, de se questionner, de réfléchir, et ne de pas être toujours le nez dans le guidon. Je ne sais pas si l'expression parle au Québec, mais le nez comme ça un petit peu dans l'activité, sans parfois se poser et réfléchir. Autre exemple aussi que l'on peut mettre en œuvre pour entamer un recul réflexif et cette réflexivité, c'est qu'on peut aussi tenter avec d'autres collègues de mettre en place des moments de discussion ou d'échange à la fin de notre journée ou à certains moments. Ne pas hésiter aussi à aller voir d'autres collègues pour discuter d'un élément qui nous aura chagriné dans la journée, par exemple. Je crois qu'il est très très important de pouvoir être capable de parler de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne bien avec d'autres collègues, des collègues de confiance bien évidemment, des collègues bienveillants, des collègues empathiques qui pourront aussi partager leurs propres expériences. Et ce partage d'expériences permet aussi de se sentir moins seul en établissement scolaire, de se sentir moins seul en école lorsqu'on est enseignant et parfois peut-être un peu isolé dans nos salles de classe. Voilà, juste 2 pistes. Et puis je vais conclure avec mon petit 6e point où je vais simplement faire un petit peu un récapitulatif de ce qu'on a fait à peu près. Donc aujourd'hui, hein, ce que je voulais vous proposer, c'était vraiment un cheminement en partant de concepts peut-être un peu utilisés dans le langage quotidien, mais dont on n'a pas forcément toujours la définition scientifique. Et en vous définissant les termes, petit à petit, vous amenez à voir clairement qu'il y a des liens en fait entre ces termes-là et que l'ensemble de ces termes-là construisent un tout qui a une intelligibilité entre elles, et donc de partir de ces concepts pour vous amener en fait à l'intérêt de s'intéresser à ces émotions, ces relations, ce bien-être, ces compétences psychosociales au quotidien à l'école, parce que ça nous rend plus disponibles intellectuellement, plus apaisés dans nos relations sociales, et la petite, comment dire, la petite envie que j'aurais, notamment pour la France, c'est que ces éléments-là fassent vraiment partie intégrante des contenus de formation pour nos enseignants et que petit à petit, on en vienne à proposer à nos enseignants des moments pour s'interroger sur leur posture, sur la réflexivité professionnelle. C'est vraiment essentiel, me semble-t-il, pour se construire en tant qu'enseignant, mais aussi pour se construire en tant qu'individu à part entière, parce qu'on n'est pas que des enseignants, hein, on est des individus qui enseignons, mais on a aussi une vie à côté et il est essentiel que cette vie n'empiète pas trop sur le personnel, tout en nous permettant de nous construire via la situation professionnelle. Voilà, donc ça me semblait intéressant de finir là-dessus, d'inviter à la réflexion, à l'interrogation sur soi, au travail, mais également en général. Voilà, donc je vais finir ici cette conférence et d'abord, je vais vous remercier de m'avoir effectivement écouté avec cette petite image que je mets souvent à la fin de mes conférences, qui est qu'effectivement, le fait de se sentir en bien-être ou d'avoir trouvé le bonheur, c'est aussi à chacun de se le construire, à chacun de trouver son équilibre au travail et en dehors pour pouvoir justement partager aussi des éléments positifs de soi avec les autres, même au travail. Voilà, donc je vous remercie pour cette conférence et pour votre écoute. Bien, à ce moment-ci, moi, j'aimerais définitivement vous remercier parce que dans la dernière heure, je me suis concentré à vous écouter aux différentes, pas aux différentes, mais aux définitions importantes qui sont l'affectivité, le bien-être, les émotions, le bonheur. J'ai bien aimé le fait que vous puissiez centrer le tout sur l'élève. Mais en dernière partie, là, je me disais, on est rendu avec la posture de l'enseignant, des enseignants qui sont avec les élèves. Et j'ai comme le goût d'aller plus loin parce que vous nous avez mis sur des pistes où on pourrait explorer avec nos équipes dans nos écoles, comment travailler avec nos enseignants. Euh, J'en voudrais plus. Peut-être qu'à ce moment-ci, il y a des personnes qui ont des questions dans le clavardage ou qui veulent prendre la parole pour poser des questions. Il ne faut vraiment pas se gêner. Nous avons l'occasion. Allez-y. Et pendant que les gens sont en train d'écrire leurs questions dans le clavardage, à mon tour de te remercier, Gaël, pour cette conférence. Moi, j'ai écrit sur ma feuille, j'ai évalué mon environnement, la conférence est terminée.
Alors, j'ai le sentiment de tristesse, mais aussi le sentiment d'être heureux parce que j'ai appris quelque chose. Et puis, ce que tu parlais à la fin, quand tu disais de ne pas avoir peur de commencer à réfléchir sur soi, et j'ai l'impression que c'est le défi, un des défis qu'on a, parce que on a un défi de temps des fois, on a un défi qu'on a 12 milliards de choses à faire, puis de prendre le temps de réfléchir sur soi pour aller plus loin. Je trouve que c'est une belle proposition. Puis moi, ben, je vais commencer avec la première question, si tu permets, Paul. Parce que dans ta conférence, à un moment donné, tu as dit il faudrait être indulgent, hein, parce qu'on est en apprentissage, parce que si... Alors moi, la question, c'est, mais dans notre profession, est-ce qu'on a le droit d'être indulgent? Parce que j'ai l'impression que non. Oui, il faut, probablement, mais c'est comme dans le contexte, là, j'ai pas l'impression qu'on peut se tromper trop souvent ou qu'on peut essayer des choses, même si ça se fait dans la vraie vie, là, mais fait que ma question, c'est est-ce qu'on vraiment là, on peut être indulgent Avec soi ou avec les autres? Avec soi? avec soi? Moi, je crois que c'est essentiel dans la vie d'être indulgent avec toi. Alors, ça signifie pas qu'on doit tous se permettre et être aller à la facilité, mais je crois que parfois on est dur dans la façon dont on se regarde, dont on s'évalue, et il me semble que beaucoup d'enseignants sont très investis dans leur travail, font de leur mieux, heu, et parfois, c'est difficile, c'est un métier qui est difficile. Je pense qu'on a besoin d'indulgence, effectivement, et surtout à l'égard de soi. Heu, c'est moi, je crois que c'est essentiel parce que et aussi, quelque part, plus on est indulgent avec soi, plus on acceptera aussi, parfois, les insuffisances des autres et ça créera aussi des relations certainement plus apaisées. Nous avons une belle question dans le clavardage. Je vous la lis à l'instant. On me dit merci beaucoup. Concrètement, je me demandais comment, excusez, comment on pourrait aider un élève très et trop gentil de 12 ans environ, qui veut toujours faire plaisir aux autres et s'affirmer. Mmh. Bah, alors, c'est vrai que alors si on a le temps, ça serait intéressant de pouvoir discuter avec le garçon. C'est un garçon, je crois? Oui, un élève. Donc ça serait intéressant de pouvoir discuter avec l'élève pour savoir pourquoi est-ce qu'il veut faire plaisir aux autres et puis, petit à petit, essayer de lui faire comprendre, en tout cas que l'élève, on arrive à le faire parler de lui. C'est-à-dire: «Mais lui, qu'est-ce qu'il voudrait? Mais lui, qu'est-ce qu'il aurait envie?» Je vous donne un exemple, dans ma propre vie. J'ai un enfant, mon deuxième fils, qui aujourd'hui a 16 ans. Quand il était plus petit, quand je lui demandais son avis, il finissait par me dire: «Mais, toi, tu as envie qu'est-ce que tu as envie, toi?» Et je lui disais: «Mais moi, c'est pas la question que je te pose. Moi, je te pose, c'est ce que toi, tu veux». Et j'ai fini par lui dire un jour: «Mais ne te soucie pas de ce que ça va me faire, ne te soucie pas de ce que je vais en penser. Dis-moi réellement ce que tu penses et je te promets que j'ai envie de savoir ce que tu penses. Je n'ai pas envie que tu me dises ce que tu crois que je veux que tu me dises». Je ne sais pas si vous suivez? Et effectivement, ce n'est pas simple. Pour certains enfants, ce n'est pas simple et ils ont envie de nous faire plaisir, ils ont envie de faire plaisir aux autres, ils ont envie d'être exemplaires et il faut leur faire comprendre aussi, heu, pas forcément, durement, mais leur faire comprendre petit à petit, lentement, que leur point de vue, leur position, eux, en tant qu'individus, est aussi important que les autres. Ça ne veut pas les pousser à l'égoïsme ou à l'égocentrisme, mais à l'égalité, en quelque sorte. Donc, c'est une discussion, je pense, avec les enfants qui est nécessaire parfois pour les amener à ce genre de réflexion. Alors, une autre Ah, question. Oui, nous vas-y, avons une autre Paul. question, monsieur, Vas-y, Paul. monsieur Jacques. Monsieur Jacques, allez-y. D'accord. Merci de me passer la parole. Je m'appelle Jacques Kokam. Je suis jeune professionnel de l'enseignement à l'école Charlotte Lemieux, étudiant doctorant en management de l'éducation à l'Université Yaoundé 1 du Cameroun. Passionné de management de l'éducation et des domaines tels que la spécialisation de l'éducation, le e-gaming, l'intégration du e-gaming, du e-sport
au niveau primaire, qui est un domaine qui est en pleine effervescence. Alors, ma question est la suivante. Je vais d'abord commencer par remercier vraiment cet exposé qui était très brillant et très édifiant, notamment au niveau des définitions et la séparation des concepts, l'affectivité, le bien-être et le bonheur. J'aimerais savoir quel est le lien que vous pouvez donner entre le bien-être et le compromis. Je dis ça pourquoi? Parce que l'élève est celui qui est au centre d'intérêt du bien-être. Parce que l'enseignant, c'est vrai, le bien-être l'affecte, mais c'est sa façon de se sentir qui permet d'impacter le bien-être de l'élève qui est au centre de l'apprentissage. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour que l'élève soit dans de bonnes dispositions. Alors là, nous venons de suivre un exposé. Je suis rentré de l'école, je suis un peu fatigué et tout. Est-ce que le sentiment que j'ai présentement est en lien avec l'exposé que je viens de suivre? Est-ce que le fait que je me sente parfois mal n'est pas un compromis que je fais avec le bonheur que je ressens? Je vais mieux l'expliquer en prenant l'exemple d'un comédien qui disait souvent, parfois, pour faire rire les gens, je pars de la maison avec des difficultés, des problèmes que j'ai, mais je fais en sorte que les gens ne ressentent pas cette frustration que j'ai parfois dans mon cœur, et j'essaye de le faire et je leur présente un sourire pour qu'ils se sentent bien. Est-ce que le bien-être n'est pas parfois associé à un compromis que nous devons faire souvent par rapport aux situations, aux vécus que nous avons au quotidien et que nous traversons tous les jours? Merci. Merci. C'est une question difficile, mais je crois que le premier élément, c'est qu'effectivement, mes travaux de recherche portent d'abord sur l'expérience scolaire de l'enfant à l'école. Donc, mon entrée, ça a toujours été d'abord effectivement par l'enfant. Je suis arrivée par l'enfant à m'occuper ou à m'intéresser au concept de bien-être. Maintenant, je crois que le bien-être de l'enfant ne doit pas se faire au détriment du bien-être de l'enseignant. C'est un double mouvement qui doit se faire. Est-ce que souvent on a tendance dans les milieux scolaires à considérer que le bien-être de l'enfant est presque prioritaire ou prend le dessus sur le bien-être ou doit prendre le dessus sur le bien-être de l'enseignant, mais je pense qu'on ne peut pas continuer à être enseignant si on est, comme vous dites, que dans le compromis pour le bien-être de l'enfant. Donc, il faut de façon nécessaire, me semble-t-il, pour pouvoir perdurer dans ce métier, il faut trouver son compte en tant qu'enseignant, je dirais ça comme ça, trouver son compte, c'est-à-dire que il ne faut pas que l'enseignant considère le bien-être de l'enfant au détriment du sien. OK? Alors, est-ce que c'est ce que vous appelez compromis? C'est-à-dire, effectivement, c'est cette possibilité de donner tout à l'enfant, en quelque sorte, au détriment de soi? Je pense que ce n'est pas possible, en fait. Il faut absolument, enfin, il faut, c'est un peu facile de dire ça, il faut, mais il est nécessaire que l'enseignant puisse trouver son bien-être dans la relation avec l'élève, dans la relation professionnelle, dans son métier, en étant en activité. La question est, c'est la question, pour moi, la question au centre, qui est peut-être qui rejoint l'histoire du compromis, c'est l'histoire de l'équilibre. Je n'ai pas toujours au travail, je ne suis pas toujours en bien-être. Mais lorsque je fais le bilan à la fin de la semaine ou à la fin du mois ou à la fin d'un certain nombre de temps, il faut quand même que j'en tire satisfaction. Il faut quand même que je ne ressente pas que des affects négatifs. Sinon, il vaut mieux changer, il vaut mieux s'en aller. Donc c'est ça la difficulté. On n'est jamais en totale extase, je dirais. On est toujours sur ce petit équilibre, mais je crois qu'il faut quand même essayer de toujours tirer son épingle du jeu pour ne pas donner, donner, donner et ne rien recevoir. C'est toute la difficulté, je trouve. C'est quelque chose d'assez fin. Comment arriver à se positionner dans cet équilibre-là, le bien-être de l'enfant, mais aussi mon propre bien-être en tant qu'enseignant. Si on est tout le temps dans le compromis, est-ce que tout compte fait, il n'y a pas quelque chose de frustrant, voire au bout d'un moment d'insatisfaisant? Et là, ça met à mal le bien-être de l'individu. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, dans la plus grande des mesures, vous avez répondu vers la fin parce qu'au début, bon, je ne disais pas dans la globalité, c'est-à-dire ce n'est pas un enseignant qui est tous les jours dans le compromis. Je prenais un cas particulier factuel, c'est-à-dire dans des épisodes momentanés parfois, lorsque vous arrivez, vous vivez des situations de difficulté, comment est-ce que vous gérez à ce moment? Est-ce que le compromis n'entre pas en valeur à partir de ce moment? Et vous avez très bien répondu à ce moment, j'ai compris.
Merci. Peut-être, Gaël, une autre question. Alors, si tu avais devant toi des gens qui débutent dans la profession et qui vont se retrouver pour la première fois devant leur classe en septembre, quel geste ou quelle action, euh, malgré dans un contexte où est-ce qu'il faut qu'ils connaissent leur curriculum, leur gestion de classe, leur stratégie de pédagogique, etc., sur quoi est-ce que les personnes devraient centrer leurs premières actions en termes de la thématique que tu viens de nous exposer tantôt? Alors, nous, par rapport à la France, c'est vrai que les enseignants qui débutent le métier vont être très bien formés sur les aspects, je dirais, assez froids de la gestion de classe, ce qu'on appelle, nous, les fiches de préparation, par exemple en France, de chaque séquence, chaque séance, etc., etc. Ils sont assez calés là-dessus. Mais il y a un élément qui souvent les effraie, c'est comment dire, l'imprévisible. C'est-à-dire se retrouver devant 25, 30 enfants que l'on ne connaît pas et dont on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont réagir. Et c'est vrai que c'est ce qui va poser le plus de difficultés à ces nouveaux enseignants, c'est cette relation humaine en quelque sorte. Moi, c'est vrai que j'aurais tendance, alors ça va dépendre des publics, ça va dépendre des âges des enfants, etc. J'aurais tendance à dire à l'enseignant euh, d'être le plus en adéquation avec ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire, on a souvent des enseignants, des jeunes enseignants, on le voit, enfin, quand je fais des observations en classe, qui vont jouer, qui vont, comment on dit, surjouer une posture d'autorité, par exemple, pour être sûr que l'on soit respecté. Et je pense que ce surjeu n'est pas nécessairement quelque chose qui transmet une authenticité aux élèves, et donc c'est peut-être là aussi que les élèves vont venir cogner. Il me semble que la posture la plus reposante pour l'enseignant, ça serait celle de jouer la carte de l'honnêteté et de l'authenticité. Voilà. En tout cas, c'est ce que moi, ça m'est arrivé de faire, d'entrer dans une salle de classe et plutôt de poser de ce que je suis, quoi, tout simplement, de discuter, d'échanger et puis ensuite de commencer, on va dire, les activités scolaires en quelque sorte. Donc, mais je sais qu'en France, ils seront apeurés par ça et très bien formés par des aspects beaucoup plus, ce que j'appellerais froids en quelque sorte, les fiches de préparation et autres. Et puis encore une fois, je dirais, laissez-vous du temps. Voilà. C'est vrai que la première année est souvent effrayante, mais on ne devient pas enseignant en une seule journée, je crois. On ne devient pas enseignant en une seule année. Il faut du temps. Alors, écoutez tout le monde. Paul, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je pense qu'on pourrait conclure le tout. Merci, merci Gaël pour cette excellente conférence aujourd'hui. Dans la boîte de clavardage, il y avait des merci beaucoup, bravo, c'est excellent, etc. Donc, je pense que, en tout cas, moi, de mon côté, ça a été très formateur et très apprécié. Alors, je t'en remercie énormément. À tout le monde Merci qui à ont vous. participé, merci d'avoir continué votre journée en venant assister à cette conférence. C'est super apprécié. Je tiens à vous mentionner que j'ai mis dans la boîte de clavardage le formulaire de rétroaction. S'il vous plaît, le remplir. Ça nous aide beaucoup pour organiser nos prochains événements. J'attire justement votre attention sur deux choses. La première, ben, c'est ici que se conclut la conférence TAC aujourd'hui. Alors, merci à tout le monde pour l'organisation. Merci pour votre participation. Et puis, je tiens à vous mentionner que les instituts d'hiver continuent. Il y en a encore la semaine prochaine. Tous les détails sont sur le site du Centre Franco. Et en plus, on commence tranquillement à planifier les instituts d'été. Donc, si vous avez des idées ou des commentaires ou des idées de formation que vous aimeriez peut-être envisager, je vous invite à communiquer avec moi ou encore à remplir l'offre de la proposition d'atelier qui a été lancée la semaine dernière avec l'infolette du centre. Et dernier petit détail, si vous voulez être vraiment au courant de tout ce qui se passe, les nouveautés, etc., la meilleure façon, c'est de vous abonner à l'infolette du Centre Franco.
Et puis, voilà. Donc, c'était les petites annonces de cuisine. Merci tout le monde. Merci Gaël encore une fois. Merci Paul. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation et les échanges. Au revoir. Oui, et excuse-moi Gaël, on demande Oui. si on va recevoir la présentation. Oui, Est-ce alors que... oui, je peux l'envoyer, tout à fait. OK. Est-ce que oui, alors donc, est-ce que tu peux la mettre tout de suite dans la boîte de clavardage ou tu vas me l'envoyer puis on va la faire parvenir aux gens? Alors je peux je sais pas si je vais arriver à le faire assez rapidement pour la mettre dans la boîte de OK, clavardage, donc ben, je préférerais te tu peux me l'envoyer. l'envoyer puis on la fera OK. parvenir aux gens. Merci beaucoup. Je m'excuse. On peut m'entendre? Bonne soirée. Bonjour. Oui, Je bonjour. m'excuse. Je n'étais pas capable de me joindre à vous avec mon ordinateur et puis je suis incapable d'aller dans le chat. Alors, mais je vous remercie beaucoup pour tout et je ne peux pas répondre aux rétroactions, mais c'était formidable. Je vous remercie beaucoup. Bonne Merci. soirée. Plaisir. Bonne Merci. soirée. Au Bonne revoir. soirée à vous.